Tu as vu mon livre? Non, je l'ai pas vu. Tu n'as pas pris mon livre? Mais je savais pas. Va le chercher à l'entrée. Va voir mon beau livre. Bienvenue dans le balado La diversité à livre ouvert, qui portera sur l'expérience des citoyens et citoyennes qui sont nés ailleurs et qui se sont établis au Québec. Telle qu'on vient d'entendre, c'est Janine Audibert. C'est avec grand enthousiasme qu'elle nous invite à lire le livre de sa vie. En plus de Janine, c'est une dizaine de personnes qui sont venues d'Ukraine, d'Algérie, du Brésil ou du Paraguay qui ont permis aux passants et passantes de venir feuilleter les pages de leur existence. C'est au Centre commercial Laurier-Québec, les 14 et 15 octobre 2023, que ces livres humains ont partagé un court passage de leur vie. Dans cette bibliothèque toute spéciale, il n'y a aucun livre physique à emprunter. Ce sont plutôt des livres humains qui se prêtent à l'expérience et qui racontent un chapitre de leur vie. Le but? Offrir l'occasion de rencontrer en toute simplicité celles et ceux qui, un jour, ont choisi de s'établir à Québec avec tout leur bagage humain et leurs souvenirs. Je m'appelle Élise de Rome et j'ai participé à l'organisation de cette bibliothèque vivante avec la Fondation Monique Fitzbach. Dans cette première partie, nous explorerons avec quel bagage ces personnes arrivent lorsqu'elles s'établissent dans leur société d'adoption. Plongeons ensemble dans le livre de Janine. Je me nomme Janine Audibert, j'ai 85 ans. Je suis née en Algérie à Constantine en 1938. C'est moi, quand j'ai 5 ans. Et c'est quand la guerre a commencé, la Deuxième Guerre mondiale. C'est la ville où je suis née, s'appelle Constantine en Algérie. On disait que les Français nés en Algérie, on nous appelait des pieds noirs. Et on était très fiers d'être pieds noirs. J'ai vécu dans ce beau pays jusqu'en 1981 pour venir m'installer à Québec avec ma famille. Tous les étés, ma mère nous emmenait tous les jours à la plage. C'était notre grand plaisir. C'était des vraiment magnifiques plages. En 1939, la guerre éclate et les souvenirs que j'en garde sont peu nombreux mais très précis. Les Italiens en 1943 sont venus bombarder la ville. Ils étaient alliés avec les Allemands. C'était du temps de Mussolini. Donc il y avait des alertes là, à la bombe. Tous les gens du quartier allaient se réfugier dans l'hospice qui est là. Tu le vois là, c'est un hôpital, on appelait l'hospice. On allait se réfugier dans la morgue de l'hospice. Tout le quartier était là. Et on était tellement serrés, tellement entassés, la promiscuité était très désagréable. Mon père a décidé à ce moment-là de ne plus aller se réfugier là, de rester à la maison. J'ai toujours en mémoire le sifflement des bombes qui tombaient. Ça, c'est un souvenir positif qui reste toujours en moi. Un autre soir, mon père était lassé de tous ces bombardements. Il décide de partir à Constantine. À peine sorti de la ville, les sirènes retentissent. On s'arrête, il y a un champ à côté et on nous voit là courant dans le champ. Mon père se jette sur moi, ma mère se jette sur ma sœur et puis on assiste à tous les tirs de canon qui sont autour de nous, le bruit des canons assourdissant et le ciel qui est tout illuminé par des espèces de fusées éclairantes pour essayer de repérer les avions. On voyait ça comme si c'était un feu d'artifice. Là, le bruit était terrible et on était effrayée au plus haut point. Ma petite sœur, qui avait 3 ans à l'époque, a eu tellement peur qu'elle a bégayé pendant des mois et des mois. Janine n'est pas la seule parmi nos livres à avoir expérimenté la guerre. Natalia Pavlenko est arrivée d'Ukraine au printemps 2023. La jeune femme a quitté son pays et depuis, elle se sent déchirée. Pour elle, raconter son histoire, c'est une façon de parler de son pays et de s'assurer que les gens ici à Québec n'oublient pas ceux et celles restés sous les bombes. C'est pour moi, pour chercher mes excuses, pourquoi je suis là, pourquoi je ne suis pas au front. C'est un travail pour moi, pour me rassurer, pour chercher les justifications, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire. Et donc, je voulais partager avec les autres. Comme la situation elle est très compliquée en ce moment-là dans mon pays, je voulais un peu réfléchir la mémoire et réactualiser un peu. Comme la guerre, ils sont
vraiment en ce moment partout, il faut parler de ce sujet pour renouveler l'actualité. De sa voix douce, elle nous raconte comment un personnage de son passé a ressurgi dans sa nouvelle patrie. Laissons Natalia nous raconter une partie de son histoire. J'ai arrivé ici au Québec au mois de mars. Un peu du temps plus tard, au mois de juillet, j'ai vu un rêve. C'était vraiment un rêve bizarre. Comme si je vois d'un coup ma institutrice j'avais à Ukraine. Je le vois ici à la chaîne télévisée, à la chaîne canadienne, et je le vois comme une héroïne digne de l'attention publique. C'était présenté dans mon rêve comme ça, et je me suis dit comment elle va. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas vu, et j'ai pris contact j'ai envoyé un messenger pour prendre ses nouvelles, et son réponse elle était tout court. Je suis au front, le bataillon d'assaut. Elle s'appelle Oksana. C'était ma ancienne enseignante et c'est une dame avec qui j'ai beaucoup tissé les liens avant la guerre. Et elle a dû changer son métier, médecin pour soigner les blessés. Et avec stupeur, j'ai pensé à quel risque elle prend en ce moment-là en étant dans cet endroit. Même si Natalia vit aujourd'hui dans un pays en paix, elle a un message important à nous transmettre. Il est important de dire que ces femmes au front n'est pas pour mourir, mais ces femmes, elles résistent pour vivre en liberté dans leur pays. Et ce que je ne veux pas, que la société elle se divise vraiment pour les gens qui sont partis, pour les gens qui sont restés, parce que c'est important quand même lier nos efforts ensemble. C'est le seul moyen pour faire la fin de cette guerre. Et aussi, je voulais vraiment afficher l'impact des femmes dans les guerres. C'est pas seulement les affaires des hommes, mais c'est vraiment valoriser tout ce que les femmes ils font là. Parce que certaines, elles ont dû changer leur métier, abandonner tout ce qu'ils ont vécu avant la guerre. Ils ont changé complètement leur pays et leur vie. Chacune, elle mène sa propre mission dans cette situation. Venu écouter Natalia, ce couple en ressort bouleversé. Son histoire, je vais être honnête, ça fait presque pleurer. C'est émouvant, très émouvant. C'est une femme qui est très courageuse. Déjà là, en partant, ce qui s'est passé en Ukraine, déjà juste essayer de s'en remettre psychologiquement, c'est un gros défi. Qu'elle soit ici, à se tenir debout, puis pouvoir parler, puis s'exprimer, c'est déjà un début. Ben, par rapport à la guerre, nous expliquer un peu comment débute une guerre. Donc, je pense que de rester unis en famille, c'est un concept qui doit rester vivant et penser une solution aussi là, à travers le monde, de rester unis à travers nos différences. kanisaka yo okenda omema yanga mpongi yanga mbeto ekoma oseyan ya milelo butwa lelo nga nalali te nakangami na minyololo ya makanisi natali lisusu bafoto ya ngai na yo monoko na ngai ebosana ndenge ya kuseka. Plusieurs des livres de cette bibliothèque vivante ont trouvé refuge à Québec après leur départ d'un pays en guerre. Ces conflits, ils les ont vus de très près et les ont expérimentés directement. C'est le cas de Mohamed Intala, maintenant dans la jeune vingtaine. Mohamed a dû partir du Mali lorsque son pays était la proie des attaques de l'État islamique. Dans leur fuite, sa famille et lui se sont retrouvés dans un camp au Niger. Mali-Niger, pour moi, c'est pareil. C'est des frères. Et quand je suis arrivé au Niger, et tous mes amis que j'ai au Mali, ils sont venus au camp des réfugiés. Et on a fait les mêmes voyages, les mêmes parcours. Quand on est arrivé au camp, en fait, j'avais 10 ans. C'était en 2012 qu'on est arrivé au camp. Mais quand j'ai quitté le camp pour venir au Canada, j'avais 16-17 ans. Au camp, je n'allais pas à l'école. Sinon, il y a une école dans les camps, mais moi, je n'allais pas. Dans un camp des réfugiés, c'est pas facile. Notre lumière, c'est le soleil. Même les panneaux, c'est l'heure qu'on a là.
C'est juste dans la journée qu'on peut charger nos téléphones. Sinon, si le soleil se couche, les panneaux solaires se couchent aussi. Même si les conditions dans le camp n'ont rien de simple, Mohamed s'adapte à cette nouvelle vie de liberté. Il adore partir dans le désert qui les entoure, accompagné de ses amis et de ses compagnons à quatre pattes. Parfois avec mes frères, parfois avec mes amis. J'allais en brousse avec des animaux, des moutons, des chèvres, des vaches, un peu de chameaux. Donc moi je pars devant et ils vont suivre l'herbe qui est dans ma main pour qu'on rentre à la maison. Et on travaille un peu comme apprenti pour les camions. Le moment préféré de Mohamed, c'est le crépuscule, quand tous ses amis se retrouvent dans une portion du camp appelée le ghetto. Quand le soleil se couche, on se rejoint au ghetto. Si on n'était pas ensemble dans la journée, c'est que la nuit, on sera ensemble. On discute entre nous, hein, avec des filles, avec des gens qu'on connaît. Jusqu'à 4-5 heures du matin, chacun se couche. En tout cas, on s'amusait bien. On s'ennuie jamais quand on est ensemble. Puis, il y a 4 ans, la vie de Mohamed prend un nouveau tournant lorsque sa famille et lui sont acceptés par le Québec à titre de réfugiés. Ce qui était difficile pour moi, c'est quand on voulait venir au Canada. De un, j'ai abandonné le Mali pour venir se réfugier. De deux, je dois abandonner ces réfugiés au Niger pour venir s'immigrer au Canada. Je dois laisser encore mes amis que j'ai connus pendant 8 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Les abandonner, c'est un peu trop. En tout cas, je n'étais pas enchanté du tout quand mon père m'a annoncé qu'on doit venir au Canada. Je n'étais pas vraiment enchanté, je n'étais pas joyeux, je n'étais pas content. Vu que c'est mon père, je ne peux rien faire que de le suivre. Et puis voilà, c'est... En vrai, là, mes amis me manquent. Trop, 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 trop. Ce récit très personnel a touché droit au cœur la lectrice Oli Soua, venue écouter les tranches de vie livrées avec simplicité par le jeune Malien. J'ai entendu l'histoire de Mohamed. C'est très intéressant de connaître son parcours, découvrir la personnalité derrière cette histoire. Je pense que c'est très enrichissant. D'avoir les émotions de l'auteur sur son histoire, ne pas juste avoir le récit des faits, mais d'avoir toutes ces émotions derrière ça, je trouve que ça, c'est très enrichissant. Puis ça permet de connecter aussi avec nous des situations qu'on peut vivre peut-être dans notre histoire, dans des certaines transitions de vie aussi qu'on a pu vivre, puis ça nous permet de connecter avec la personne. Il s'est fait de nouveaux amis au Niger. Il n'avait pas envie de partir, en fait, de quitter ses amis puis partir ailleurs. Et c'était très intéressant de connaître justement tous ces états d'âme par rapport à ça. C'est aussi très intéressant de voir à quel point il a réussi à s'intégrer au Canada et il a envie de devenir joueur de hockey. Il est joueur de hockey, donc... Avez-vous posé des questions à Mohamed? Ah, beaucoup. Je pense que j'en aurais eu pour toute la journée. J'ai pas eu assez de mes 20 minutes. C'était vraiment intéressant. Dans un espace tout près de Mohamed se trouve Boufelja Ben Abdallah. Lui aussi se confie sur les raisons qui l'ont amené à quitter son pays natal, l'Algérie, pour se diriger vers le Québec. Je suis un 68ard. Pour ceux qui connaissent la politique un peu internationale, en mai 68, les jeunes se sont découverts une vocation de changer le monde. Si vous vous rappelez, mai 68. Donc il y a eu des manifestations monstres un peu partout, surtout en Europe. Donc nous, on s'est vu, moi je venais de terminer mon bac en Algérie, en mathématiques. Et puis en même temps, on s'est retrouvés autour d'un café, puis on a dit « Ah, c'est mai 68, oui, nous les jeunes, on peut changer le monde. Allez, on va rencontrer les jeunes ailleurs. » On était une quinzaine d'amis et on a décidé de sortir de l'Algérie. C'est pas parce qu'on n'aimait pas notre pays, on avait tout dans notre pays. Mais je suis sorti pour cette grande curiosité de partager ce grand désir de changer le monde. Donc chacun de nous s'est trouvé une bourse pour étudier, mais c'était en fait un prétexte pour aller rencontrer d'autres jeunes. Et moi, j'ai eu cette veine de venir au Canada. Je pensais que j'allais étudier la technologie frigorifique. En fait, c'était technologie forestière. Je dis oui, je viens, je vais étudier la technologie frigorifique dans le sens de la technologie du froid. Et le Canada, il est froid. Vous voyez, rigolo, mais c'était ça mon départ. Et quand je suis arrivé ici, je suis tombé en amour avec
avec ce pays, surtout avec cette ville, Québec. J'ai trouvé Québec très très vert. Les gens sont tissés serrés, chez moi aussi c'est tissé serré. Donc j'avais la mentalité, à peu près de la mentalité ici. Je me suis découvert curieux de l'autre et c'est comme ça que je suis resté. Voilà. Première fois en hiver, c'était quelque chose de dingue, c'était malade. De retour avec Mohamed, on constate que le jeune homme a amené avec lui un outil précieux, la capacité de s'adapter à son nouvel environnement. Au point de se fondre dans l'hiver, lui, le Touareg nostalgique du désert. Moi, je vois la neige qui tombe, je pense qu'il fait même pas froid. J'avais même pas mes gants. Et puis là, mes amis me font peur, ils m'ont dit, si le froid t'attrape, on va couper tes mains. Je commençais à pleurer. Je dis, quoi, on va couper mes mains, comment ça? Dans ma famille, je suis le seul qui aime l'hiver. J'ai hâte à l'hiver. Tant que l'hiver passe, moi, j'ai hâte qu'il revienne. Tu peux pas comparer l'hiver aux autres saisons, là. C'est un truc de malade, l'hiver. Genre, mettons, je joue déjà au hockey, je fais ski d'alfond, ski d'alpin un peu, ski des patins. En hiver, je fais beaucoup d'activités. Parce que, mettons, quand je suis arrivé, je connais pas les patins, je sais pas c'est quoi, j'ai découvert ça ici. Après ça, il y a un gars qui était très très gentil. Il m'a aidé, il m'a expliqué comment ça fonctionne, comment on doit faire. C'était magique. J'arrive pas à croire que c'est moi qui est sur ces patins. Mais moi, je continue. Parce que moi, je suis du genre, quand j'aime quelque chose, je fonce dedans. Je ne recule pas. Donc, je me suis dit, il faut que j'apprenne à faire ça. Je me suis beaucoup blessé, bien sûr. Mais l'essentiel est que de ne pas abandonner, de continuer à croire en toi. Même si les autres ne croient pas, on va continuer à croire en toi. Par leur témoignage, ces personnes que nous venons d'entendre nous amènent à réfléchir. Réfléchir à l'impact de la guerre, mais réfléchir aussi à l'humanité derrière les statistiques d'immigration. Les personnes qui sont nées ailleurs et qui s'installent à Québec le font avec une expérience à valoriser et des souvenirs qui méritent d'être entendus. Ce sont des personnes que vous croiserez de plus en plus souvent dans la rue. Ce sont vos nouveaux voisins. Ce sera l'infirmière qui s'occupera de vous à l'hôpital, qui sait. Faisons preuve d'ouverture et de bienveillance lorsque nous les rencontrons et évitons de juger les livres par leur couverture. Vous venez d'entendre des extraits des témoignages de Janine Audibert, Natalia Pavlenko, Mohamed Indala, Oufelja Ben Abdallah et de leurs lecteurs et lectrices. La première partie du balado, La diversité à livre ouvert, une initiative de la Fondation Monique Fitzbach en collaboration avec le Centre Rire 2000. Captation, montage et écriture, Pascal Guéricola et Céline Fuzia. Mixage, Céline Fuzia. Musique, Tommy Tiquet. Révision, Élise de Rome. Une création originale de la Fondation Monique Fitzbach en collaboration avec le Centre Rire 2000. Ce balado a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère du Patrimoine canadien dans le cadre du programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme.